Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie, nous parlerons de l'Union africaine, dont le sommet s'est tenu à Nouakchott les 1er et 2 juillet dernier, le week-end dernier. Le Maroc était représenté par son ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et ses 2 ministres délégués. Ce sommet avait pour thème central la question de la corruption qui a intégralement fait l'objet du message du roi Mohamed VI à ses pairs africains. Mais le sommet devait également traiter de l'affaire du Sahara, même si le dossier est exclusivement géré par le Conseil de sécurité de l'ONU à travers ses différentes résolutions. Il y avait en question, lors de ce sommet, les suites à donner à la fameuse décision 653. Nous y reviendrons. En seconde partie, après la pause, nous parlerons de la politique migratoire européenne, une politique qui fait naufrage en ce moment. En effet, les pays européens ont des approches différentes sur la question, en raison des intérêts divergents ou des positions géographiques des uns et des autres. Sans compter la vague populiste qui submerge l'Europe et qui est de plus en plus d'oreilles attentives parmi les 500 millions de citoyens de l'Union européenne. Avec nous pour parler de ces deux questions, c'est Rachid Belbah. Vous êtes enseignant et aussi et surtout chercheur à l'Institut des études africaines, c'est bien ça? Oui. Bonsoir, tout va bien? Bonsoir. Oui, bien. Merci. Et nous recevons aussi Abdelhamid Belkhtab, qui est parmi autres plusieurs activités académiques, prof de sciences politiques, professeur de sciences politiques à l'université Mohamed V de Rabat. Tout va bien? Merci messieurs d'être avec nous ce soir. Les sommets africains se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Les ordres du jour diffèrent et les thématiques évoluent. Pour ce 31e sommet placé sous le thème « Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable vers la transformation de l'Afrique », il s'agissait de confirmer la priorité accordée à ce fléau pour l'année 2018 et les suivantes. Mais il n'y avait pas que cela à l'ordre du jour. En effet, les chefs d'État, de gouvernement et de délégation ont aussi évoqué le cas du Sahara marocain et de la désormais fameuse décision 653 que certaines parties voulaient imposer dans ce conflit vieux maintenant de presque 43 ans. Rachid Belbah, on entre dans le vif du sujet avec vous. C'est quoi cette décision 653? Quels en sont les termes et la portée? Écoutez, j'aurais souhaité dire 2 ou 3 mots sur le sommet. Sommet de Nouakchott, parce qu'il n'y avait pas que la question du Sahara qui était débattue, mais surtout centralement, il y avait la question aussi de la zone de libre-échange et puis la réforme institutionnelle. Et puis, bien sûr, la grande principale, c'était la corruption. La corruption. Pourquoi? Parce que il faut savoir que c'est au Nigeria que revient le leadership en matière de lutte de la corruption au niveau de l'Union africaine. Et c'est pour ça que le président Mohamed Buhari, il était là et donc il avait fait une présentation à ce niveau-là. Et en plus, il y a le discours du roi Mohamed VI qui a insisté autant sur la zone de libre-échange et son importance en termes d'intégration économique, sociale, politique à l'échelle du continent, et bien sûr la question de la corruption. Les grands résultats. J'ai dit intégralement tout à l'heure, en fait, c'est la plus grande partie qui était consacrée à la corruption. Oui, exactement. Voilà, alors, juste pour les résultats, rapidement, comme ça, pour et puis on pourra discuter de la décision et le rapport du président de la Commission de l'Union africaine et les résultats auxquels ont abouti après les décisions qui ont été prises au niveau de la conférence des chefs d'État tenue le dernier jour. Alors, l'important, c'est que, en fait, en termes de discussion au niveau des 2 jours de débat entre les chefs d'État, on a discuté la question des réformes institutionnelles. Et du coup, la décision qui a été prise, c'est de reporter le débat et la discussion sur les réformes pour un sommet extraordinaire au mois de novembre. Donc, il y aura le 17 et le 18 novembre, je crois, il y aura un sommet extraordinaire pour trancher définitivement sur la réforme institutionnelle et trancher sur la question de la zone de libre-échange. Alors, en termes de zone de libre-échange, il y a 5 États qui ont signé. Qui s'ajoutent aux autres États, aux 43 États qui ont déjà signé. Donc il y a le Burundi, il y a l'Afrique du Sud finalement qui signe parce qu'elle avait signé juste la déclaration. Aujourd'hui, elle signe le document. Donc il y a l'Afrique du Sud, il y a le Burundi, il y a le Lesotho, il y a la Sierra Leone et il y a la Namibie. Donc, alors, pour ceux qui ont ratifié, parce qu'il y a la signature de la déclaration, il y a la signature du il y a la signature de la déclaration, la signature du protocole, et puis il y a la ratification. Alors le processus de ratification est beaucoup plus lent parce qu'il devrait passer par les instances nationales. Donc il y a à peine 6 États qui ont ratifié le protocole relatif à l'ASLEC ou l'ASLECA, et il faudra au moins 16 autres
ces autres ratifications pour qu'ils puissent rentrer en vigueur. Alors, le président du Rwanda, qui est président de la conférence des chefs d'État, donc il aura du temps pour faire du lobbying d'ici novembre pour convaincre les pays qui n'ont pas encore ratifié, au moins 16 pays, de ratifier. Et bien sûr, il y a eu un débat très vif sur la question de la nomination des différents commissaires. Commissaire aux affaires politiques, commissaire du département paix et sécurité, commissaire des affaires économiques, et donc les différents départements relevant de la commission. Alors normalement, ils sont d'habitude, depuis la réforme de 2002, ils sont nommés par les chefs d'État. Alors la proposition qui a été émise pour cette réforme institutionnelle, pour rendre plus dynamique la structure panafricaine, c'est que en fait c'est le président de la commission qui devrait nommer ce commissaire. Je crois que c'est une décision. C'est pour ça qu'il y a eu en fait la proposition d'un sommet extraordinaire au mois de novembre. Et bien sûr à côté, l'ordre du jour. Oui, bien sûr, dans l'ordre du jour, ça c'est des questions. Et bien sûr la question de la corruption qui était importante. Alors, on va y arriver tout à l'heure. Et bien sûr, la question du Sahara. La question du Sahara. Alors, pour la décision 653. Alors, c'est une décision, comme tout le monde sait, qui a été prise lors du sommet des chefs d'État au mois de juillet 2017. Alors, juste pour comprendre, parce qu'il y a un contexte. Il y a un contexte immédiat, il y a un contexte prolongé sur 2 ans. Alors, le contexte immédiat, il faut savoir que le Maroc, il a fait son retour à l'organisation panafricaine en janvier 2017. En mars 2017, il y a eu une réunion spécifique à la question du Sahara au niveau du Conseil de paix et de sécurité. Alors, à l'ordre du jour, Smaïl Chergui, l'Algérie. Non, pas le Conseil. Souvent, on fait le Smaïl Chergui est le commissaire directeur du département paix et sécurité qui relève de la Commission. D'accord. Mais comme j'ai dit, le président de la Commission n'a aucun pouvoir réellement, n'a aucun pouvoir direct sur les différents commissaires parce qu'ils sont nommés par les chefs d'État. C'est pour ça qu'on voudrait réformer. Alors, ce qui est important, c'est que en fait, pourquoi il est central, et souvent son nom, il est évoqué un peu partout, parce qu'il a la capacité de décider de l'ordre du jour. Et c'est l'ordre du jour du Conseil. Alors, en mars 2017, le Maroc ne siégeait pas encore dans le Conseil. Il avait des pays amis, mais il y en avait d'autres qui défendent... Hostiles. Oui, qui sont hostiles et qui sont sur la ligne défendue par l'Algérie. Donc, ils ont mis à l'ordre du jour la question du Sahara. Et il y a eu un comité qui est sorti. En fait, le comité, il est calqué sur le communiqué de 2016, du mois d'avril 2016. Alors, ce communiqué, on reviendra. Moi, je serais ravi si vous me posiez sur cette question. L'architecture des communiqués relatifs à la question du Sahara depuis 2015, depuis l'arrivée de la Minizuma jusqu'en mars 2017, et leur contenu et comment il est spécifié. Ça, en fait, il y a une architecture assez spécifique au niveau formel et aussi au niveau du contenu qui a rendu. Mais l'important, alors la décision 600, alors c'est le communiqué de 2017, de mars 2017, qui a servi de base pour la décision des chefs d'État au mois de juillet. Alors cette décision, elle dit clairement d'abord, et c'est important, c'est qu'en fait, elle félicite Horst Köhler pour la nomination en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies. Donc, le féliciter, c'est dire clairement... C'est reconnaître son rôle de prééminence. Oui, tout à fait. Alors, ce que dit la décision, c'est que le commissaire, le président de la commission, il devrait soumettre un rapport lors du sommet de Nouakchott, en ayant auparavant eu des discussions avec les différentes parties, donc, et en fait en incluant aussi l'Algérie et la Mauritanie. Ce que a toujours souhaité le Maroc, c'est de dire qu'en fait l'Algérie et la Mauritanie, et surtout l'Algérie, est un élément central. Alors avant de revenir à l'architecture... Mais l'important, c'est juste ça. La décision 653, elle était considérée comme valide
dans le sens où on demande au chef de la Commission de l'Union africaine de présenter un rapport avec des recommandations pour pouvoir rendre le processus de résolution du litige entre le Maroc et le Front Polisario et d'aider et d'accompagner et de soutenir les Nations Unies. Alors, on va revenir après pour l'architecture des communiqués parce qu'il semble vous intéresser. Abdelhamid Ben Khattab, depuis que cette décision a été prise, donc il y a à peu près il y a un an, au sommet de juillet, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bon, on connaît le cadre tracé par les Marocains pour l'affaire du Sahara, c'est-à-dire l'ONU et rien que l'ONU, ne pas élargir aux autres paramètres. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été écrites, qui ont été ressassées, si j'ose dire, sur cette décision 653. Lors du dernier sommet, donc en janvier 2018, fin janvier 2018, février 2018, il avait été dit que voilà, l'Union africaine donc est partie prenante dans la résolution, dans le processus. Bon, beaucoup de choses. Maintenant, qu'en est-il exactement aujourd'hui, après ce qui s'est passé à Nouakchott? Alors, laissez-moi dire que, d'ailleurs, le rapport le dit lui-même, qu'en prenant une décision claire en faveur du Polisario pour qu'il soit membre au sein de l'Union africaine, donc, s'est exclu automatiquement de toute possibilité et s'est privé aussi de toute possibilité de jouer un rôle quelconque dans le dénouement de l'affaire du Sahara. Pourquoi? Parce qu'on voit mal comment pourrait-on prétendre être impartial tout en reconnaissant officiellement l'État du Polisario. Alors, pour jouer un rôle quelconque, au moins, on aurait pu faire comme les États-Unis, ou comme les Nations Unies, bien entendu, c'est-à-dire ne pas reconnaître et attendre jusqu'à ce que le processus, je dirais, de négociation aboutira sur une... C'est l'argument principal de la diplomatie marocaine. À partir du moment où l'Union africaine reconnaît donc l'État du Polisario, forcément, ils se sont mis hors jeu. Maintenant, l'Union africaine veut se racheter en quelque sorte, puisque le Maroc a réintégré l'organisation et l'Union africaine veut tout de même, ou prétend quand même, être à l'écoute de toutes les parties. Bon, c'est vrai, on est là en train d'écouter les uns et les autres, mais la décision de reconnaître l'État du Polisario en elle-même est une décision qui est contre les intérêts du Maroc. En plus de cela, lorsqu'on voit le rapport qui a été présenté par Moussa Faki, on voit très bien qu'on insiste toujours sur le vocabulaire qui est désuet des années 70, c'est-à-dire sur l'autodétermination du peuple sahraoui, alors qu'on a dépassé de loin tout d'abord cette question d'autodétermination et on a dépassé aussi cette question qui s'est avérée sur le terrain irréalisable, à savoir l'organisation d'un référendum. C'est ce qu'avait dit l'envoyé personnel Peter Van Wassom il y a déjà 10 ans. On voit très bien qu'au-delà de la courtoisie des mots, il y a toujours cet esprit, cette manière de voir le conflit. Donc on n'est pas vraiment dans un registre où l'Union africaine a changé en quelque sorte de logique. La logique qui est derrière, la logique qui détermine l'action de l'Union africaine est toujours une logique que je qualifierais d'hostile au Maroc. Maintenant, le Maroc va... D'ailleurs, je salue cette ouverture de la diplomatie marocaine sur l'Union africaine, puisqu'il a fallu, n'est-ce pas? Mais l'ouverture du Maroc sur l'Union africaine ne doit pas nous faire oublier tout de même que nous ne sommes pas devant une organisation amie du Maroc, puisque dès sa création en 1963, déjà plusieurs résolutions, et déjà plusieurs résolutions et plusieurs décisions de cette organisation ont été souvent contre les intérêts du Maroc. Maintenant, on doit accepter les bons offices et la médiation de l'Union africaine, mais l'acteur principal dans la résolution et dans la solution finale, c'est
les Nations Unies et rien d'autre. D'ailleurs, le rapport lui-même reconnaît qu'il est là pour accompagner les efforts des Nations Unies, et notamment de l'envoyé spécial. On reviendra sur ça, justement. En aucun cas, on ne doit laisser substituer l'action de l'ONU par une action quelconque de l'Union africaine. Est-ce qu'en termes en termes de légalité internationale, est-ce qu'il y a une prééminence au niveau entre les différentes organisations panafricaines et continentales et l'ONU? Absolument, il y a l'ONU qui est l'organisation. Donc c'est la loi c'est la loi internationale qui dit ça, le droit international qui dit ça. En fait, c'est juste pour compléter parce que c'est important. Il y a eu tout un je dirais un jeu, mais en fait le mot un peu trivial, mais il y a eu un jeu, disons un jeu sérieux. En termes de légalité. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça que je voulais revenir aux différents communiqués depuis 2015. La dernière fois du temps de l'OUA, il y a eu différentes décisions. La dernière, elle a été prise en 1998 et c'est juste un paragraphe pour dire on reporte la discussion sur la question du Sahara au sommet de 1999 et puis après 1999, il y a eu des discussions pour réformer et donc le passage à l'UA. Mais c'est juste de dire. En fait, l'activité au niveau du Conseil paix et sécurité sur la question du Sahara, bien sûr, elle s'est faite de manière régulière, mais elle a pris un rythme crescendo depuis 2015. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu Dlamini Zuma qui était très active. Et bien sûr, qui est l'ancienne épouse du président Zuma et qui était la présidente de la Commission de l'Union. Et donc, elle a épousé la cause du Front Polisario et donc il y a eu beaucoup de facilité pour négocier avec le directeur du département de paix et sécurité, avec l'appui de l'Afrique du Sud et l'appui de l'Algérie et bien sûr les différents soutiens du Front Polisario au niveau de l'organisation panafricaine. Et le Maroc n'y était pas encore. Donc son retour est important parce qu'il aura maintenant la capacité de faire du lobbying et d'être vigilant de l'intérieur, de pouvoir être actif de l'intérieur, et on le voit. C'est ce que je veux dire. On le voit, le rapport, ce dernier rapport du sommet de Nouakchott, il est important. La décision qui a été prise lors du sommet, sur la base du rapport du chef de la Commission de l'Union africaine, il est important pour une raison toute simple. Le Maroc vient de crever l'abcès. Et vient de mettre un terme à un processus qui a démarré en 2015. Si on prend, et c'est là où ça devient très important, si on prend tous les communiqués du Conseil de paix et de sécurité depuis 2015 jusqu'à maintenant, il y en a 5. Qui ont mis à l'ordre du jour la question du Sahara, et elle était centrale, et on est sorti avec un communiqué où il y a eu des décisions très importantes à l'intérieur, enfin des résolutions. Alors il y en a 2 en 2015, il y a celui du mois d'avril de 2016 qui est très important aussi, et il y a celui du mois de juillet, du mois de mars de 2017. Les absents ont toujours tort, le Maroc n'était pas là, donc on a chargé. Oui, alors on a essayé en mars 2017. Pourquoi on l'a fait ? Il vient d'intégrer, mais il fallait absolument pousser la conférence des chefs d'État pour une décision. C'est la décision, c'est 653. Il devait y avoir un rapport, et sur la base du rapport, on devait prendre des décisions tranchées. Alors, quelle est l'importance des communiqués et leur structure ? Alors, avant l'arrivée du Maroc et même après, donc au mois de mars 2017, généralement, on fait référence, et c'est là où il y a la légalité, on fait référence aux différentes décisions et aux différentes résolutions qui ont été prises depuis au moins 1978. Pourquoi 78 ? Il y a une résolution en 78 qui mettait en place un comité ad hoc pour la résolution du conflit entre... On va y arriver, la fameuse Troïka. Alors, c'était le comité ad hoc. Dans le rapport de Faki Mahamat, il a mentionné ça dans sa recommandation comme élément parmi d'autres. Il avait 3 propositions, on en a pris une. Il avait 3 propositions, si vous voulez, on peut discuter ça. Mais l'important, alors juste pour ceux qui nous écoutent, qui comprennent l'architecture de ces communiqués, généralement, on parle, bien sûr, il y a une terminologie très spécifique,
il y a bien sûr toujours la question de l'autodétermination, même si le problème de l'identification des populations qui devaient voter, il a bloqué en 97 et on a compris qu'il était difficile d'identifier les Sahraouis qui devaient voter. Et donc c'est pour ça qu'après, on a essayé avec le processus d'Houston et bien plus tard de trouver d'autres solutions. On y est encore. Mais l'important, il y a on mentionne territoire non autonome, on mentionne la question de l'autodétermination. Mais quand on parle d'autodétermination dans les communiqués, on parle de fixation de la date du référendum. Les communiqués parlent de ça, la fixation de la date. Alors, la question de l'exploitation des ressources naturelles. On parle bien sûr vous parliez tout à l'heure, de l'envoyer. L'ancien discours. Oui. Jusqu'au mois de juillet 2017. Pourquoi le Maroc, il a crevé l'abcès? Généralement, on ne va plus trouver toute cette littérature dans les communiqués prochains. Cette littérature, elle joue sur les mots, parce que quand on parle d'autodétermination, dans l'ONU... Alors, pour ma part, elle est toujours présente dans le corps même. Mais il faudra voir dans la... Alors, dans les résolutions de l'ONU... On n'est pas encore sorti de cette logique. Alors, justement, pour terminer, parce que c'est important. Alors, les autres éléments. Alors, on félicite la Cour européenne, l'ACJU, pour s'en arrêter. On voudrait que le A3, ce qu'on appelle le A3, le groupe des Africains au Conseil de sécurité, ceux qui ont un mandat provisoire de 2 ans. Alors, ceux-là, on leur demande de soumettre un rapport annuel pour l'Assemblée, pour le Conseil de sécurité. En quelques mots, moi, ce que je vois, c'est que, je ne sais pas, vous me corrigerez peut-être, Hamid Belkhteb, j'ai l'impression que l'Union africaine essaie de ménager le chou et la chèvre, de faire plaisir à tout le monde, et finalement d'essayer de rentrer dans un processus, dans la résolution d'un conflit, alors qu'elle n'a absolument... Qui lui échappe. Alors, parlons de cette troïka, justement, le comité ad hoc qui est devenu, si j'ai bien compris, une troïka actuellement. Non, justement, non. D'accord, alors expliquez. Parce que vous les connaissez, les résolutions toutes. Alors justement, la résolution de 1978, elle a été mise en exercice pendant plusieurs années. Le Maroc, il a quitté en 84, au mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il y a eu une entorse très grave à la lettre de la charte de 1963 en parlant d'État indépendant et souverain, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas d'intérêt. Donc, il était clair. Alors, on va laisser, si vous permettez, Rachid. Mais il n'y a pas de comité ad hoc. Le comité ad hoc, il a fonctionné pendant quelques années, jusqu'en 1983. Je crois qu'ils avaient fait 6 ou 7 réunions. Et on a découvert à l'intérieur, il y avait 5 pays à l'intérieur. Alors, on va laisser l'histoire pour revenir un peu à l'actualité. Hamid Belkhteb, donc cette troïka, elle va être constituée de l'ancien président de la conférence des chefs d'État, de l'actuel et du futur. C'est-à-dire, dans le cas d'aujourd'hui, c'est de l'ancien, c'est-à-dire Alpha Condé, président de la Guinée, l'actuel, qui est le président rwandais Paul Kagame, et le futur, qui sera le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Alors, techniquement, politiquement, institutionnellement, juridiquement, à quoi servira cette troïka ? En principe, elle est dit, la fonction de cette troïka, elle est dite dans le rapport. Transmettre les informations à l'ONU. C'est-à-dire faire un rapport et le transmettre au chef d'État, puis le transmettre éventuellement au Conseil de sécurité. Tout à fait. Rien de plus. C'est-à-dire, si nous voulons vraiment examiner le travail de cette troïka, il ne dépassera pas le cadre de concertation entre les parties et de présentation d'un rapport technique, souvent technique. Mais là aussi, il faudrait tout de même être très vigilant. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans une logique, une nouvelle logique. Nous sommes toujours dans, vous voyez très bien que l'Afrique australe n'est pas l'ami du Maroc quand même. Il y a des États qui sont souvent, qui ont une position hostile aux revendications du Maroc. Maintenant, dans les années à venir, on doit travailler cela et on doit faire en sorte à ce que ces rapports ne divient pas sur l'essentiel. Il n'y a pas eu de définition sur le mode de décision de la Troïka, c'est-à-dire comment ils prennent leurs décisions, comment ils rédigent leur rapport. Ces rapports intègrent les questions des droits de l'homme, alors qu'on sait très bien que nous, les Marocains, nous étions toujours contre l'intégration de la question des droits de l'homme dans le travail des Nations Unies, de la MINURSO. Et on doit aussi maintenir, je dirais, cette pression aussi sur l'Union africaine, parce qu'on veut
quelque part aussi intégrer ces questions des droits de l'homme et de l'immigration. Je crois que le Maroc est un État souverain et un État qui a tous les moyens aussi bien de gérer ces droits de l'homme. Nous avons des institutions qui sont reconnues internationalement en matière de protection des droits humains. Donc il n'est pas question à ce que l'Union africaine ou qui d'autre intervienne et fait de la question des droits de l'homme une affaire, je dirais, de négociation. Ça, d'une part. Les rapports qui seront présentés dans l'avenir seront aussi une occasion pour compliquer le travail de la diplomatie marocaine. On voit très bien que pour nous, chaque année, à chaque fois que l'échéance du rapport du Conseil de sécurité approche, il y a tout un travail, toute une pression énorme sur la diplomatie marocaine. Et je crains à ce que le rapport aussi de cette troïka-là soit un moment de pression et de stress aussi supplémentaire sur la diplomatie marocaine. Donc on doit tout de même fixer les grandes lignes de l'action de cette troïka de manière à ne pas être surpris par la suite. Alors justement, et c'est là où j'ai vraiment quelques doutes. Dans cette troïka, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que ça ne va pas être une troïka, mais une sorte de quadriumvirat. C'est-à-dire qu'il y a 3 présidents, plus Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission africaine, qui pourrait peut-être, lui, en tant que... On ne va pas appeler ça un fonctionnaire de l'Union africaine, mais c'est quelqu'un qui connaît bien la boîte, qui connaît bien les intérêts des uns, des autres, et qui est très diplomate. Alors pour cette question de droits de l'homme, justement, pourquoi rentrer dans ces droits de l'homme alors qu'il y a énormément d'autres institutions et instances qui s'en occupent? Mais vous répondrez à ça après la pause. Nous nous retrouverons dans quelques instants, après quelques minutes. Merci. Rebonsoir mesdames et messieurs, nous reprenons notre deuxième partie du débrief d'aujourd'hui, dont la première partie a été consacrée au 31e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Nouakchott. Dans quelques minutes, nous irons et nous parlerons du naufrage migratoire en Europe. Pour ceux qui nous rejoignent, nous parlerons de ces deux sujets avec Rachid Belbah, qui est chercheur à l'Institut des études africaines à Rabat, et Abdelhamid Belkhtab, qui est professeur de sciences politiques à l'Université Mohamed V de Rabat. Professeur Belkhtab, nous étions restés avec vous sur la question des droits de l'homme. Pourquoi l'Union africaine s'est-elle donné donc le droit ou l'occasion de poursuivre ces discussions sur les droits de l'homme au Maroc, alors que nous avons reçu le haut-commissaire de l'ONU sur la torture, nous sommes en contact permanent avec le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Absolument. Encore une fois, est-ce qu'il y a doublon ou est-ce qu'il y a tentative de gêne ou comment ça va, et comment réagirait le Maroc? Il y a un doublon, d'accord, oui, mais en plus de cela, on aimerait bien, il y a cette... Vous savez, l'Union africaine essaie de se trouver une place dans le processus de résolution finale, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce processus lui a échappé depuis longtemps. Maintenant, on veut intégrer le processus par le biais des droits de l'homme, par le biais d'un jargon plus diplomatique, c'est vrai. On veut se présenter comme l'ami du Maroc, mais tout de même, comme je l'ai dit, la logique est toujours la même. Intégrer les droits de l'homme dans les appuis. Vous savez, le Maroc a apporté une concession d'ailleurs en ce qui concerne son acceptation de la proposition de Faki à ce que l'Union africaine intègre la mission MINURSO à l'Ayoun. Après avoir été chassé l'année dernière. Donc on voit très bien que le Maroc a fait une concession quand même. Mais on a peur, j'ai peur personnellement du fait que la mission de l'Union africaine ne dévie ou ne débouche sur des questions qui ne sont pas véritablement le centre même de préoccupation du Maroc, notamment celui de trouver une issue définitive et valable pour la question du Sahara. On voit très bien que la logique qui est derrière, c'est une logique qui se veut juridique, internationale, puisqu'on parle toujours du droit des peuples à l'autodétermination. Mais ce sont là des termes qui n'ont plus de sens dans le contexte actuel du monde. Le droit international en lui-même, tel qu'il est conçu, et tel qu'il est perçu par l'Union africaine, et je dirais, il est dépassé de loin. Le droit international est un droit conventionnel, c'est un droit qui naît de la volonté des États. Alors on ne peut pas faire un droit
internationale dans la région, en l'absence de la volonté même du Maroc, vous voulez régler le problème. Mais là, il faudrait tout de même que le Maroc accepte et que le Maroc soit aussi partie prenante dans cette résolution. Intégrer les droits de l'homme, c'est aussi nier l'action menée par le Maroc en matière de droits de l'homme. Notamment, nous avons des institutions telles que le Conseil national des droits de l'homme, qui est une organisation qui est autonome par rapport au pouvoir et qui fonctionne en termes... Précision importante ou intéressante, c'est que les efforts du Conseil national des droits de l'homme ont été loués par les deux précédentes résolutions de l'ONU, la 2414 et la 2351, oui, où le Conseil de sécurité se félicitait, je ne me rappelle pas très bien du terme, mais je crois que c'était ça, des efforts et actions déployées par le Conseil. Donc à partir du moment où l'instance suprême en matière de diplomatie internationale reconnaît ça, je ne vois pas pourquoi l'Union africaine arrive, et pourquoi le Maroc a reconnu ça, ou alors c'est simplement parce que pour montrer sa bonne volonté peut-être. J'aimerais bien, mais laissons les choses, nous allons voir ce qui va se passer. C'est vrai, maintenant, il n'y a plus cette logique selon laquelle l'Union africaine concoctera des rapports anti-marocains quelque part à Addis Ababa. Nous sommes dans un nouveau processus dans lequel le Maroc est partie prenante de ces décisions, mais tout de même, on devra rester vigilant quant à la tenue et au contenu même de ces rapports, parce qu'on glisse un certain nombre de concepts et de notions qui sont dépassées et qui ne peuvent pas aider à conclure l'affaire, qui ne peuvent pas aider à résoudre le conflit au Sahara. Alors, absolument pas. Puisque vous parlez de l'autodétermination et de l'indépendance. Vous parlez de l'indépendance. Le Maroc, on sait très bien, est catégoriquement contre cette idée. Le Maroc parle d'une autonomie, parle d'une proposition marocaine pour l'autonomie des territoires. Ça a été tracé par le roi dans son discours du 6 novembre. Rien ne se fera en dehors de la souveraineté totale et entière du Maroc sur le Sahara. Le vrai travail de l'Union européenne, c'est d'essayer de joindre les deux bouts. Vous avez deux, positions extrêmes. Celle de la souveraineté marocaine absolue sur le Sahara et des négociations sur le contenu de l'autonomie, et celle d'une indépendance, catégorique. Mais là, c'est le travail. D'où le plan d'autonomie qui vient d'ailleurs d'être. S'il y a un travail à faire, c'est là qu'on doit agir. C'est là que l'Union africaine doit agir. C'est de faire en sorte à faire comprendre aux Polisario, aux séparatistes, qu'il y a tout de même une issue. Une issue valable pour résoudre ce problème, une issue qui n'est pas nécessairement juridique, une issue qui est politique. C'est du politique que naîtra le droit international par la suite. Dans le troisième point du discours du roi du 6 novembre, où il était dit, où le roi avait dit qu'il ne s'agit pas d'arriver au processus, mais à la manière dont on va arriver à ce processus. Donc c'était clair, c'est-à-dire c'est pas la peine de commencer à créer des problèmes là où il n'y en a pas, mais d'essayer d'avancer. Rachid Belbach, vous voulez faire un commentaire tout à l'heure ? Mais en fait, plusieurs, même, mais rapidement, parce qu'on voudrait dire deux mots sur la corruption. Pour la Troïka, parce que quand même c'est important. Oui. Alors, juste en termes des droits de l'homme, il y a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, et on a toujours indiqué qu'elle devait dépêcher une mission. Ça, on le trouve dans les communiqués. Donc il n'y a pas de... C'est une question très importante. Mais l'important, c'est que dans la décision du dernier sommet de Nouakchott, il a été clairement dit qu'en fait, la Troïka, la Troïka et la conférence, ils auront à accompagner le processus des Nations Unies. Alors, on est clair là-dessus. Alors, ce qui serait important, c'est de savoir que cette Troïka, elle est évolutive. Alors, si on veut dire. Évolutive dans le sens... C'est les trois, l'ancien président, le président actuel et les futurs qui vont toujours constituer. Elle est évolutive dans le sens que... L'actuel deviendra ancien, l'autre il va partir. Ça c'est important. C'est important. Elle est évolutive, il faudra réfléchir à ça. Elle est toujours évolutive. Donc, est-ce que en soi c'est un problème structurel ou pas ? Il faudra voir comment elle va fonctionner. Il y aura plus de deux sommets dans l'année. Il y avait un sommet au mois de janvier, un sommet des chefs d'État. Alors celui de janvier, il saute. Il y aura juste le Conseil exécutif au niveau des ministres des Affaires étrangères. Mais bien sûr, le prochain, je crois qu'il va se tenir malgré tout au Nigeria parce qu'il se voit. Même après le sommet extraordinaire.
Issoufou y tient, et bien sûr, l'Europe y tient pour le Sahel. Ça, c'est une question en rapport avec la sécurité au Sahel. Mais l'important, c'est qu'il y aura un seul. Donc, ça va être une seule fois par an où la Troïka va soumettre, on ne sait pas, est-ce qu'elle aura à soumettre un rapport ou pas, avec le chef de la Commission. Alors, ce qui est important, c'est que le CPS, le Conseil de paix et sécurité, comme il a été toujours mentionné dans ses communiqués, est-ce qu'il va continuer à être saisi de la question du Sahara ou pas ? S'il n'est plus saisi, c'est que ça va se jouer au niveau de la Troïka. Et c'est là où c'est important. Quelle décision va être prise après ? Est-ce que le CPS restera central sur la question, il sera toujours saisi de la question, ou en fait il y aura transfert de cette compétence au niveau de la Troïka et au niveau du chef de la Commission. À vous entendre parler, vous deux, qui suivez de très très près ça, de par un autre élément, je termine, c'est important. Alors allez-y très rapidement parce qu'on a le dernier élément, le deuxième enjeu, donc il y a un enjeu au niveau du CPS, est-ce qu'il sera saisi ou pas par la Troïka, par la question du Sahara. La Troïka, elle est évolutive, alors il faudra réfléchir sur le fonctionnement et bien sûr lui permettre. Alors, 3, bien sûr, le bureau de l'Union africaine, il va revenir. Il y avait 3 représentants du bureau, il faudra voir. Et 4, qui est pour moi très important, il ne faudra pas, à mon sens, qu'on se retrouve, et là je rejoins au niveau des difficultés qu'il y aura à concevoir le travail de la Troïka et ses compétences, c'est qu'on ne va pas se retrouver dans le sens où la Troïka va proposer à la conférence l'idée qu'il y ait une opération de maintien, les OSCP qu'on appelle ça, une opération de maintien de la paix hybride avec celle des Nations Unies. Alors là, on n'est pas dans ça. Je crois que la diplomatie marocaine veille. Alors, on va passer à la corruption. Abdelhamid Ben Khattab, c'était l'autre sujet important, en plus de la zone de libre-échange, en plus des institutions, mais il y avait aussi la corruption. Alors, le roi Mohamed VI a adressé un message qui a été lu par le ministre Boletta. Je vous cite un passage. La corruption ne peut en aucun cas devenir une nouvelle forme de domination et de pression. L'Afrique des enclaves, l'Afrique des comptoirs est bel et bien finie, mais la corruption n'est pas l'apanage de l'Afrique. Ce fléau ne lui est pas spécifique, il s'agit d'un phénomène mondial. 2 idées que je retiens de ce passage, la corruption comme moyen de domination et la corruption comme phénomène mondial. Donc, si vous avez un commentaire à faire sur ça, sachant que il faut aussi distinguer dans la corruption entre la petite et la grande corruption. Est-ce que ça a été évoqué? Comment l'Afrique peut sortir de ce problème? Apparemment, elle en a l'intention, mais l'intention parfois ne suffit pas trop. Avait raison d'insister sur ces deux questions qui sont clés. C'est vrai, la domination actuellement joue un rôle de domination. C'est un moyen de domination des pays pauvres. Vous savez, lorsque vous voulez contrôler un pays, vous commencez par soudoyer justement ses dirigeants. Et c'est très facile en Afrique, surtout en l'absence des institutions de l'État. Lorsque la corruption devient un mode de gouvernement en soi, c'est très facile à ce que les intérêts internes et les intérêts externes entrent en collision, en quelque sorte. Et c'est très facile de contrôler ces pays-là. D'ailleurs, l'Afrique, pourquoi est-ce que l'Afrique n'arrive pas à trouver son chemin vers le développement et la démocratie? Tout simplement parce qu'elle est enchaînée par ce fléau. C'est vrai. C'est un phénomène mondial. Mais c'est un phénomène mondial qui est tout de même très contrôlé et très, je dirais, surveillé en Occident démocratique. Et autant vous descendez en bas, autant ce phénomène devient un mode de gouvernement en soi. Et lorsque vous avez un pays, ou lorsque vous avez un continent aussi riche comme l'Afrique, qui est, je dirais, traversé de bout en bout par la corruption, vous avez une déperdition des chances, je dirais, de développement. Vous avez les atouts, les moyens humains, financiers, techniques qui sont justement perdus pour toujours. Et on voit très bien comment est-ce que des pays très riches
à cause de la corruption au sein du continent africain, comment est-ce que des pays très riches au sein du continent sont très pauvres réellement, malgré leur richesse et malgré aussi leur potentiel. Nous avons des pays en Afrique qui sont potentiellement des puissances mondiales au sens propre du terme. Et pourtant, ils sont très pauvres et ils n'arrivent pas à résoudre un certain nombre de problèmes. La corruption en soi fait en sorte à ce que les États n'ont plus de souveraineté aussi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de colonialisme? Mais à cause et par le biais de la corruption, on peut facilement aliéner la souveraineté d'un État. À partir du moment où vous avez des chefs d'État, où vous avez des gouvernements qui sont corrompus, où vous avez des structures gouvernementales... Une nouvelle forme de domination et de pression. Absolument. Dans le cas où on n'aurait pas compris ce que veut dire domination, il y a le terme pression pour être plus clair. Vous pouvez facilement aliéner la souveraineté de ce pays-là. Et c'est ce qui est fait actuellement. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il est difficile de parler du continent africain en tant que continent ayant une propre conscience, une conscience qui lui est propre, en tant que continent, je dirais, qui a du potentiel dans le monde, en présence d'un phénomène qui le traverse en profondeur, celui de la corruption. On ne peut pas parler de ce continent au terme singulier tant que la corruption est là, en train de le morceler. Alors, en train de le morceler, en train de le ruiner. Je reprends Rachid Belbah, une partie, un passage du discours du roi. La corruption a aussi un coût économique qui grève le pouvoir d'achat des citoyens, et notamment les plus pauvres. Dans certains secteurs d'activité, elle représente 10% du coût de production. Par ailleurs, l'ONG Transparency International a aussi pointé la responsabilité de certains pays occidentaux, en particulier dans les pays producteurs de ressources naturelles, des pratiques qui, a-t-elle estimé, coûtent jusqu'à 50 milliards de dollars, parce que, bon, par exemple, c'est les pots de vin, c'est le coût écologique qui fait que, contre un pot de vin, on peut vendre un terrain qui est important avec une forêt dessus, ou avec des lacs, ou alors des infrastructures qui sont mal faites qu'il faut refaire. Donc, je pense que l'Afrique a bien compris, a bien pris conscience du fait que ça coûtait cher. Mais dans ce cas, quelles sont les mesures techniques à faire ? On en a parlé un peu à Abdelhamid Ben Khattab. Quelles sont les techniques et les mesures à prendre rapidement? Parce que ça, c'est aussi, je dirais pas culturel, mais bon, c'est un peu humain, le gain facile. Quelles sont les mesures à prendre? Moi, je crois que, oui, des mesures à prendre. L'important, c'est au moins à l'échelle des chefs d'État, ils disent que en fait, la corruption, ils ne sont pas dans une approche essentialiste. C'est pas parce que, en fait, c'est pas un problème africain. Il est transversal, il touche toutes les sociétés. Alors, techniquement, à l'échelle du continent, pour pouvoir combattre la corruption, il faudra d'abord faire un diagnostic. C'est important. Parce qu'il y a des chiffres, mais on n'a pas des chiffres précis. Il faudra faire des études, des analyses. Il faut qu'il y ait un diagnostic réel pour savoir, on parle du coût économique, mais il n'y a pas que le coût économique. Il y a un coût social. Il y a un coût sécuritaire qui est très important à cause de la corruption, parce que elle est reliée et politique. Et bien sûr, au niveau de l'exercice du pouvoir, mais l'important, c'est que au moins qu'on ait une étude cohérente et qui met en relation ces différents, le politique, la gouvernance politique, économique et le domaine sécuritaire. Alors bien sûr, il est facile de mettre en place des dispositifs juridiques, d'énoncer des lois. Mais tant que... Ça commence par là. Oui, c'est important. Après, bien sûr, il faudra être opérationnel dans le sens où il y a tout un travail à effectuer au niveau de la sensibilisation, au niveau de la responsabilisation des élites politiques, des élites économiques, et bien sûr, responsabiliser aussi l'intervenant, l'acteur international qui intervient au niveau économique. Alors, Abdelhamid Ben Khattab, en 2 mots, sur ce point, on passe au deuxième. On a débordé. Je crois qu'il y a deux manières de lutter qui sont essentielles contre la corruption partout dans le monde. Tout d'abord, c'est le renforcement de l'État et l'état de droit et de la démocratie. C'est très important. Et puis le contrôle des institutions. Si en l'absence de contrôle des institutions, on ne peut pas lutter contre la corruption. Donc, renforcer les institutions et
renforcer aussi le processus démocratique. C'est un peu ça ce que je posais comme question. C'est la grande ou la petite corruption. Les institutions servent aussi à la grande corruption. Bon, on a débordé parce que le sommet de Nouakchott était important. Il y avait beaucoup de choses. Et encore, on n'a pris que deux aspects, que deux éléments importants, mais il y avait les autres. Malheureusement pas. Donc, on a débordé. Alors, on va passer au deuxième axe, qui est le naufrage migratoire de l'Europe. Alors, la migration, comme chacun sait, est un phénomène humain, historique, qui a pris différentes formes à travers les siècles. Mais aujourd'hui, comme c'était attendu, une vague migratoire déferle sur l'Europe et depuis plusieurs années déjà. C'est sans doute illégal, mais ce ne sont pas les lois qui font les hommes, c'est l'inverse, clament les ONG qui font dans le sauvetage des naufragés. Les Européens, malheureusement, ne le voient pas de cette manière, étant confrontés à une récession économique chronique, se faisant dépasser un peu par tout le monde, et à une montée des extrémismes et des nationalismes sous différentes formes selon les pays. Et ce week-end dernier, l'Union européenne est parvenue à un accord sur la question migratoire, forcément au détriment des migrants. Alors, Rachid Bilbah, on a encore quelques minutes pour traiter de sujets tout aussi important et qui concerne bien entendu l'Afrique, forcément, mais on va y aller assez rapidement. Est-ce que c'est la crise des pays du tiers-monde qui est économique et politique, ou alors c'est une crise qui est aussi économique et politique en Europe? Comment vous pouvez balancer ça? Je crois qu'on est dans l'interaction des deux. C'est-à-dire, vous savez, souvent, on construit un rapport à l'Afrique sur des idées qui ne sont pas tout à fait vraies, qui sont fausses. On considère qu'il y a toujours un mouvement, une mobilité. On parle, au lieu de parler de flux migratoires, on parlerait plutôt de mobilité, une mobilité du sud vers le nord. Mais d'après mes collègues qui travaillent beaucoup sur la question de la mobilité, leurs études et les études qui ont été faites ont montré qu'en fait, les Africains sont mobiles à l'intérieur du continent. Ils ne partent pas vers le nord. Il y a la mobilité interne. 3 sur 4 ou 4 sur 5. Exactement, voilà. exactement. Alors, ça, c'est un faux mythe. C'est un mythe qu'il faudra... Donc, mais l'important, mais toujours est-il qu'il y a aussi une mobilité vers le nord, vers la Méditerranée, vers l'Europe. Alors, c'est ça qui fait craindre les Européens. On parle de raz-de-marée. Bien sûr, il faut... C'est vrai qu'il y a une fenêtre qui a été ouverte en Libye. Bien sûr. Alors, l'important, c'est que, il ne faut pas oublier que, oui, il y a une crise politique, il y a une crise économique à l'échelle de l'Union européenne, et je crois qu'il y a aussi aujourd'hui une crise idéologique dans le sens où on a une Europe. Il y a eu le Brexit, et maintenant l'Europe actuelle, elle est en train de se constituer au moins autour de 3 blocs. Il y a l'axe Allemagne-France qui sera déterminant, mais autour de cet axe, il y a des formes de résistance à travers les anciens pays du bloc central et de l'Est. Exactement. Et puis il y a un autre groupe autour des pays scandinaves, plus la Hollande et l'Irlande. Donc chaque groupe, il essaye de développer une politique assez particulière par rapport à la question. Mais bien sûr, les extrêmes droites. On est en train de voir une dislocation de cette Union européenne. Exactement. Alors l'Europe, elle pense beaucoup plus en termes de limitation de la mobilité vers le continent et en termes de sécurité. Bien sûr, la sécurité en termes de crimes organisés, et puis la question du terrorisme et la mobilité en termes économiques. Mais l'important, c'est qu'elle est sortie dernièrement. Il y a eu la réunion au niveau de Bruxelles et la question de la migration, elle a été centrale. Et on a proposé, en fait, on le propose depuis au moins 2012. Depuis le sommet de Malte, le sommet Europe-Afrique, on a proposé l'idée d'installer des centres d'accueil. On les a appelés des hotspots, des centres d'accueil. On va y arriver parce que justement, c'est assez scandaleux comme histoire. Alors, Abdelhamid Belkhtab, il y a eu la réunion de Bruxelles. Mais c'est une crise politique et économique en Europe. Oui. Et bien sûr, on peut dire ça, c'est le minimum. Il y a eu aussi Dublin. Avant Bruxelles, il y a eu Dublin qui avait essayé de solutionner cette question migratoire avant que ça ne devienne... Rachid Bilbah n'est pas tout à fait d'accord avec cette vague, avec cette déferlante, mais bon, c'est quand même une vague. Alors, il y avait... à Bruxelles, on a pris une décision une sorte de slogan de qui arrive en Italie arrive en Europe, donc qui arrive en Espagne arrive en Europe, donc question de dispatching, si j'ose dire, si je puis me permettre ce terme. Est-ce que finalement, ce ne serait pas gagner du temps en attendant de pouvoir faire les centres dont parlait Rachid, dont on avait parlé, je crois, il y a une vingtaine de jours, nous deux, pour mettre des centres en dehors de l'Union européenne. Oui, maintenant on parle de plateforme régionale de débarquement, donc quelque chose qui veut dire tout simplement une externalisation
ces camps, je dirais, de concentration d'immigrants. Et vous savez, c'est un concept qui est anti-humain et inhumain en soi. Et je me demande comment est-ce que l'Union européenne, qui se fait champion du droit humain et des droits de l'homme, puisse accepter une telle proposition de la droite... De valeurs au singulier et au pluriel. Voilà, de la droite radicale. C'est un peu humiliant pour l'Europe. Je vois mal comment est-ce qu'un pays qui est... un continent qui est censé être celui des Lumières peut accepter à ce que les droits humains fondamentaux soient bafoués dans des camps de concentration qui sont démunis de toute garantie. Je dirais en matière on peut saluer l'Allemagne à ce propos en 2015 qui a reçu 1 million, enfin un peu moins d'1 million de personnes. Maintenant, on nous dit, tiens, les migrants qui ont été secourus dans la mer ou sur les mers européennes seront, je dirais, placés dans des centres, soit sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors, surtout en Albanie, en Tunisie et en Libye. Non, surtout en Albanie. En Albanie, ils ont parlé de l'Albanie, qui a refusé d'ailleurs, comme le Maroc. Comme le Maroc. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas jouer toujours le rôle du gendarme, alors que la vraie question qui doit être débattue... Au-delà du gendarme, c'est le côté humanitaire, on ne met pas des gens dans des prisons. La vraie question... Et là, j'adopte une position d'un économiste canadien qui dit tout simplement, Emmanuel Wallerstein, qui parle d'économie monde et du système monde. On ne peut pas concentrer les richesses en Europe et dire au reste du monde, vous savez, restez dans votre pauvreté et nous n'avons rien à voir avec Oui, on parle beaucoup de la pression migratoire du sud vers le nord, mais tout à l'heure, on parlait de la domination du nord vers le sud par des moyens pas toujours avouables. Voilà, c'est tout à fait humain et ce sont là des dynamiques historiques qu'on ne peut pas contrôler par des mesurettes. Par des mesurettes politiques. Ce sont là des mesurettes qui ne peuvent pas résoudre le problème. Et là, on assiste véritablement à l'effondrement de l'idéal européen. D'ailleurs, l'Europe de 58, telle qu'elle a été constituée depuis 58, est arrivée à terme. Maintenant, soit on change, et 3 ans auparavant, j'étais contre cette idée. Maintenant, j'ai changé moi aussi. Je croyais que l'Europe était très solide. Mais avec le phénomène migratoire, on voit très bien que nous sommes devant un continent mercantiliste basé essentiellement sur je dirais, la richesse, sur l'économie, rien de plus. Je voulais vous poser une question, mais rapidement, vous me répondez, perte de valeur ou perte de repères ? Perte de valeur aussi. Ou perte de valeur. Là, on est en train... Quand je dis de repères, c'est-à-dire l'économie prend le dessus. Se faire dépasser par tout le monde. Lorsque l'économie prend le dessus sur les valeurs humaines. Là, on arrive à ce point-là. Merci, monsieur. On est dans une sorte d'instinct de conservation assez primaire qui se développe en Europe. En faisant du n'importe quoi avec les extrémismes, le nationalisme, les séparatismes, enfin le tout qui monte de partout. On va vers la fermeture, en fait. C'est fini pour aujourd'hui. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne soirée.